Info 243 au cœur de l'actualité. Au cœur des questions d'actualité, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous revenons sur les questions d'actualité, aujourd'hui spécialement focus sur cette question ou cet audio qui est devenu viral dans les réseaux sociaux. Où vous aviez entendu Madame Bernadette Pongou souhaiter se suicider pour un conflit parcellaire. Bonjour Madame Bernadette Pongou. Bonjour Monsieur Alukonka. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour menacer de se suicider? J'avais été victime d'une exécution, en tout cas issue d'une décision unique, une décision illégale. Donc on a tenté, d'ailleurs ça s'est fait, hein, le déguerpissement s'est fait dans les 2 parcelles que j'avais vendues il y a 5 ans. Voilà. C'est où exactement? Sur mon édite numéro 16. Dans la commune de la Gombe. Dans la commune de la Gombe. On entend clairement, vous citez les noms du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. C'est quoi le rapport entre la parcelle et le vice-premier ministre de l'Intérieur? Je l'ai, bon, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai demandé de faire cette mise au point, parce que après enquête, il s'est avéré que le ministre de l'Intérieur n'avait absolument rien à voir avec cette histoire, absolument rien à voir. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que la situation avait été rétablie. Donc je pense que bon, quand on lui a envoyé l'audio qu'il entendait, il a entendu ma voix désespérée, c'était son nom. Bon, il a d'abord réagi en appelant la police pour savoir ce qui s'était passé et demander qu'on puisse aller surseoir cette situation. Mais ensuite, bon, je me suis rendu compte par une petite enquête menée par le cabinet de mon avocat et aussi une enquête qui continue parce que il faut vraiment qu'on puisse tirer au clair ce qui s'est réellement passé, parce que normalement, avec en ayant obtenu 2 arrêts de cour de cassation, après 18 ans de bataille juridique, judiciaire je veux dire, après 18 ans de bataille, j'ai pu obtenir définitivement 2 arrêts de la cour de cassation qui m'ont totalement rendu propriétaire de mon bien, disputé depuis autant d'années. Donc, pour moi, il n'y avait absolument pas du tout de raison que la police puisse envoyer 50 personnes armées jusqu'aux dents pour aller déguerpir les gens qui avaient acheté ces biens-là entre mes mains. Et moi, j'étais dans une situation de désespoir, tout simplement parce que j'avais déjà trop souffert. Et je vous parle ici de 18 années de combat assidu où j'ai subi des lynchages médiatiques. Je me rappelle encore à une certaine époque, un député, qui est député aujourd'hui, qui était à l'époque journaliste, qui à chaque ouverture de son émission commençait par mon histoire pour me lyncher. Donc on a sorti de moi l'image d'une jeune femme qui se promenait dans la rue sur mon édite et qui voit le numéro 16, qui s'arrête et qui demande qui habite ici. On me dit c'est une veuve. J'entre dans la maison avec des policiers et je fais sortir la veuve et moi j'occupe la maison. Cette histoire a été véhiculée pendant autant d'années, sapant totalement ma personnalité. Mais j'ai acheté auprès de l'État, comme tous ceux qui sont à la Gombe là-bas l'ont fait. J'ai acheté en bonne et due forme auprès de l'État. Donc nous avons dit, on ne va pas entrer dans les détails ici parce que ça peut être ennuyeux et on va rester trop longtemps. J'ai acheté en bonne et due forme parce que l'État a le droit de revendre ses biens. L'État est souverain, l'État revend. Et donc, vraiment, en quelques secondes, cette maison-là avait appartenu à un monsieur qui s'appelait Kabulanda, qui a lui aussi acheté auprès de l'État. Mais il se trouve que lui, au moment de l'achat, il n'avait pas donné la totalité de l'argent que l'État avait exigé. Prenons un exemple. On lui a vendu à 25 000, lui, il a donné 18 000. L'État a dit, ok, je te cède la maison, mais je vais gréver ton certificat d'enregistrement, je vais le gréver d'hypothèque. Derrière son certificat, on a hypothéqué en disant que si après autant d'années, tu n'as pas fini ta dette, je vais récupérer mon bien. Ça, c'est l'État congolais. Après autant d'années, toi et moi, papa, on n'était pas là. Mais l'État a récupéré sa maison pour des raisons qui leur étaient propres, parce que l'État est souverain.
Bien, bon, mais à ce niveau-là, je ne sais pas s'il y a des jugements ou quoi que ce soit. Tout ce que moi je sais, c'est que quand je suis arrivé pour acheter cette maison appartenait à l'État. L'État me l'a vendue. Mais j'étais étonné de voir que 5 ou 6 ans plus tard, une dame qui apparaît se réclamant veuve de défunt, enfin, parce que le monsieur était décédé dans l'entretemps, que Dieu ait son âme. Et puis voilà, elle a commencé à m'attaquer plutôt que d'attaquer l'État congolais qui m'avait vendu la maison. Ça, c'était déjà ça l'anomalie qui m'avait déjà traumatisé dès le départ. Oui. Et bon, c'était déjà le fait qui m'a totalement traumatisé parce que je ne pouvais pas comprendre, tout juriste que je suis, que l'État m'ait vendu un bien et qu'un individu puisse venir me réclamer ce bien en disant que je l'ai acheté indûment ou l'État... Ben oui, si l'État me l'a vendu indûment, bon, poursuivez l'État congolais. Ben, soit. Poursuivez-moi à la limite d'une manière loyale. Non, son avocat a créé l'histoire dont je vous parle. Que voilà, je me promenais dans la rue, j'ai chassé cette veuve de sa maison parce que j'étais fort. Donc, vous voyez déjà, oui, on va y arriver. Donc, vous voyez déjà le choc que j'ai pu vivre pendant ces 18 dernières années à cause de cette maison-là. Oui, posez votre question. Alors, le 8 décembre, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour se retrouver dans cet état où vous menacez de vous suicider? Le 8 décembre, déjà, c'est une date très, très symbolique pour moi. C'est une date triste. Le 8 décembre, c'est le jour du décès de ma fille aînée. Elle est décédée il y a à peu près 30 ans. Donc, chaque 8 décembre, je ne suis pas moi-même, je ne suis pas bien. J'essaie toujours, vous voyez, bon, je suis une mère, perdre un bébé, moi, je n'ai jamais oublié. Et d'ailleurs, chaque fois que j'ai mené la campagne sur la drépanocytose, parce que c'est elle qui était drépanocytaire, et c'est grâce justement à mon combat sur la drépanocytose, pour honorer ma fille, la mémoire de ma fille, que j'ai été connu au public. Donc, je suis une personne sensible, je suis une mère qui n'a jamais oublié son beau bébé parti trop tôt. Donc, le 8 décembre, je ne suis pas bien. Ce 8 décembre-là, je suis calmement à la maison avec d'autres préoccupations, évidemment liées aussi à ma vie quotidienne. Je suis une femme seule, je me bats pour élever mes enfants, je me bats pour mon travail, je me bats. Donc, je suis là, focalisé sur ce que j'avais ce jour-là. Et j'apprends que voilà, 50 policiers sont descendus pour aller exécuter une décision, comme je le disais tout à l'heure, inique, qui est un total non-sens juridique. Je me dis, ce n'est pas possible. Eh bien, vous savez, quand vous vous battez avec quelqu'un à la loyale, judiciairement, conflit parcellaire et tout, je pense que c'est le quotidien de la plupart des personnes qui ont des biens. Les responsables savent, tu peux être attaqué ici et là pour ton bien. Ça, c'est normal. Mais malheureusement, dans notre pays, c'est elle-même la justice qui met les gens les uns contre les autres. Les décisions ne sont jamais définitives. Il y a toujours des entourloupes qui rendent ce combat-là totalement machiavélique, totalement difficile. Mais alors, quand vous avez en face de vous un avocat qui est spécialiste dans ce genre d'entourloupe, vous ne vous en sortez pas. En tout cas, quand vous vous en sortez vivant, ça veut dire que vous avez Dieu avec vous. Et moi, je suis tombé 3 fois au tribunal. Ils ont récupéré les images, ils ont balancé sur les réseaux. Donc, pour vous dire dans quel parcours, dans quel cauchemar j'ai vécu. Alors, quand le 8 décembre, on nous vient me dire, oui, voilà, on a été déguerpis, je me dis, mais sur quelle base, sur quel fondement? Et là, je me rappellerai que, voilà, il y avait eu des bruits de couloir qui disaient que il y avait l'avocat adverse qui partait auprès de l'inspectorat général de la police, en compagnie d'un quelconque conseiller de je ne sais, un conseiller qui était là pour pousser et obtenir le billet non pas l'exécution de ce jugement en fait qui n'a même pas le droit d'être, qui est totalement illégal, qui devrait même être inexistant. Et ben voilà, donc quand on m'a dit ça, puisque bon le nom avait été cité, ben moi je me suis dit bon donc pour qu'il y ait une exécution de ce genre avec 50 policiers, avec armés jusqu'aux dents, ça ne peut qu'être une autorité. Donc je me suis convaincu que ça ne pouvait qu'être le ministre Peter Kazadi. C'est pour ça que moi j'ai crié dans ma détresse, j'ai crié et j'ai appelé ma soeur qui ne répondait pas. Et je lui ai envoyé cet audio là, je lui ai dit attends, je t'appelle, tu ne réponds pas et que j'avais écrit, elle ne réagissait pas et tout. Et j'ai envoyé cet audio, je dis attends, moi tu connais l'histoire de cette maison, j'en ai marre. J'en ai marre, je suis fatigué. Je vais me battre encore. Donc là, comme ils ont déguerpi, ça veut dire que je vais repartir dans un combat.
Voilà, dans un combat, alors cette fois-ci, sans issue, avec en face de moi des adversaires qui sont totalement déterminés à m'écraser, et puis déterminés, voilà, pardon. Surtout politique. Oui, mais justement, et puis aussi tribal. Ce sont des Kassaïens. Et je me suis dit, bon, moi, maintenant, là-dedans, qu'est-ce que moi je vais faire? Ils ont été racolés par-ci, par-là et tous les forces pour pouvoir... Et bien, comme j'avais entendu le nom, mais je me suis dit, mais ça, c'est probablement, parce que ça ne peut pas se faire comme ça, si ce n'est pas, il y a cette main noire. C'est pour ça que dans ma détresse, j'ai crié, j'ai dit, ben voilà, moi, je vais en finir, parce que j'en peux plus. Mais l'audio que le public avait entendu, mais il y avait la suite, où je disais que de toute façon, c'est le jour où ma fille est décédée, je pars, je vais rejoindre ma fille. Je le disais. Donc, j'étais désespéré. Mais maintenant que les choses se sont calmées, je me suis senti dans le devoir de ma conscience, de venir auprès du même public, de ceux qui ont entendu l'audio, qui ont entendu le nom de Peter Kazadi sorti de ma bouche. Je viens dire ici, de ma propre bouche, que le ministre, le VPM, Peter Kazadi, n'était mêlé ni de loin ni de près dans cette histoire. Et au contraire, c'est grâce d'ailleurs à lui que nous avons pu être rétablis dans nos droits le même jour. Et je crois que le même jour, il y avait une vidéo qui avait été faite, si je peux citer sous Télé 50, qui disait que voilà, c'est le ministre Peter Kazadi qui a pu aider, parce que c'est le ministre de l'Intérieur, et c'est à lui que revient les compétences. La personne qui a manigancé, est-ce que la personne est poursuivie? Est-ce que les enquêtes sont en cours? Oui, justement, non, mais oui, le vice-premier ministre m'a rassuré qu'il va vraiment diligenter une enquête pour pouvoir mettre de l'éclairage sur les circonstances de l'obtention de cette décision qui avait amené à ce déguerpissement ignoble. Moi, j'ai obtenu de lui, en tout cas pour le moment, il y a des enquêtes pour pouvoir établir la vérité. Mais dans tout ça, en tout cas, il n'a été mêlé ni de près ni de loin. C'est d'ailleurs lui qui s'est impliqué pour que la situation puisse être résolue. J'ai récupéré le même jour. Le même jour. Donc lui-même, le vice-premier ministre, quand il a entendu l'audio, parce que tout le monde lui a envoyé cet audio, quand il a entendu l'audio, il s'est senti dans le devoir de pouvoir secourir la citoyenne congolaise qui était en détresse. C'est lui qui a secouru. Il a secouru et il a réglé le problème. Donc, ce serait vraiment injuste de ma part de rester sans réagir sur le fait que lui, il n'a absolument rien à voir avec l'histoire, et que ceux qui ont été obtenir cette décision de déguerpissement, qui ont usé des noms de certaines de nos autorités, ben on saura qui a dit quoi et qui a fait comment, qui a déterminé, je dirais même les autorités policières. Quel a été l'argument qui les a déterminés à pouvoir envoyer 50 policiers abusivement le nom d'une autorité pour obtenir cette décision de déguerpissement. Mais en tout cas, ça n'a pas été, c'était pas cette autorité, c'était pas Peter Kazadi, non, c'était pas le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Merci Madame Bernadette Tondou. En dernier lieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population de Congolais? Beaucoup étaient également touchés par ces faits, où quelqu'un, une Congolaise plutôt, qui voulait se suicider pour la justice. Et ce que je peux dire, c'est que bon, évidemment, cet audio n'était pas destiné à ce que le public puisse l'entendre. Donc ça m'a exposé dans ma faiblesse du moment, sur le moment, et je pense que bon, personne ne pourrait se suicider pour un bien, ça c'est clair. Mais des fois, quand on est aux prises avec nos propres émotions, aux prises avec nos propres nos propres limites, hein, je dirais, parce que bon, qui n'a pas de limites, nos propres limites. Et des fois, on se dit que bon, voilà, le suicide c'est l'issue. Non, ça ne peut pas. Le suicide n'a jamais été l'issue. Et je pense que la plupart des Congolais et surtout les autorités se sont levés parce qu'ils ont compris que en parlant de suicide, en fait, j'étais dans le fond, au fond du gouffre, et que c'était plus un appel au secours que une intention réelle d'arrêter ma vie. J'ai des enfants et je ne pouvais pas le faire, mais j'avais le dos contre le mur
je ne voyais pas d'issue, et bien c'est sorti comme c'est sorti. Merci, c'est fini pour cette édition. Retrouvons-nous prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.